Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo top 10. Pour faire ce top 10, j'ai la chance d'être accompagné de Frédéric, qui est copropriétaire du pub ludique Le Joker. En effet, le Joker est un pub ludique qui est ouvert tout récemment. On est en notre 7e semaine d'activité. On a ouvert à la fin du mois de juin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pub ludique, d'ailleurs, c'est pas encore un phénomène qui est connu de tous au Québec. Le pub ludique, ça va être un pub normal, donc tu vas venir consommer une boisson alcoolisée ou non. On a de la nourriture excellente, tout pour vous combler, mais ça se démarque par nos jeux de société. On a un service d'animation qui va venir expliquer. On a au-delà de 500 jeux maintenant, donc on peut venir sur place, se faire expliquer les jeux aux tables directement. C'est ce qui se démarque vraiment. En plus de 300 quelques jeux qu'on a à vendre dans la section de boutique, mais le pub ludique se démarque vraiment grâce à l'animation du jeu de société. C'est un bel endroit pour en apprendre des nouveaux. On est situé à Drummondville, si ça vous intéresse de venir nous voir. Merci. Aujourd'hui, on a décidé de faire un top 10 jeux d'introduction. Comme on est dans un pub ludique, c'est souvent un endroit que les gens qui connaissent un petit peu moins l'univers des jeux vont venir et vont se faire suggérer des jeux par les animateurs. Alors, on va faire un top 10 jeux d'introduction qu'on appelle souvent les jeux gateway en anglais. Exactement. Avant de débuter, je voudrais souligner quelques points qui sont pour moi, qu'est-ce qui font un bon jeu d'introduction pour justement initier des nouveaux joueurs aux jeux de société modernes. Premièrement, pour moi, ça va être des jeux qui ont une ou deux mécaniques de jeu, tout simplement, pas des jeux là, qui ont 4-5 mécaniques de mélanger ensemble pour que ce soit trop mêlant à apprendre. Évidemment, il faut des règles qui sont simples, des jeux qui ont peu de règles, qui s'expliquent généralement rapidement, et des jeux qui durent environ 1 heure maximum. C'est aussi des jeux qui vont laisser la chance à n'importe qui là, de gagner, que le joueur expérimenté n'aura pas nécessairement un gros avantage sur les débutants qu'il va initier avec ce jeu-là. Sinon, s'il les plante, peut-être ça ne leur donnera pas le goût de découvrir des nouveaux jeux. Donc on y va, top 10 jeux d'introduction. Alors pour le top 10, premier détail que je trouve important de mentionner, c'est que le top 10 ne sera pas nécessairement en ordre de préférence. Ça va vraiment être, on est allé mécanique par mécanique, on s'est dit bon, c'est quoi les jeux, mais c'est pas le jeu numéro 1 ne sera pas nécessairement meilleur que le numéro 10. Vous pouvez être bien à l'aise d'essayer n'importe quel de ces top 10 là et puis ça va être un excellent jeu. Même qu'aujourd'hui vous êtes chanceux, vous allez en avoir 20 parce qu'on a chacun notre top 10 unique d'un bar et l'autre. Alors personnellement, en tant que copropriétaire du Joker Pub, mon top 10 commence avec Timeline. Dans Timeline, c'est le jeu le plus simple à expliquer. On n'a que 4 cartes devant nous. C'est des petites cartes, donc ça se traîne super bien en camping ou quand on met ça dans sa sacoche quand on va visiter justement des gens qui ne sont pas habitués de jouer à des jeux. On dit hey, j'ai un petit filler, ça va prendre une demi-heure gros maximum à jouer, donc 3 minutes pour l'expliquer. C'est vraiment le jeu idéal pour les gens qui n'aiment pas les jeux à la base. Donc ce qu'on va faire, très simple, on met les cartes devant nous, on a une année de référence de l'autre côté qu'on ne sait pas et notre but va être de mettre les événements dans l'ordre. Comme en ce moment, j'ai Timeline multi-thème, ça va être surtout des inventions ou des événements importants de la modernité ou même de l'Antiquité, mais on a une panoplie de Timeline si vous préférez, l'édition Québec, l'édition musique, il y en a en fonction de vos préférences, donc c'est vraiment un excellent jeu d'introduction. La mécanique est très simple, c'est que placer des cartes, voir si on avait la bonne date. Si jamais la date n'est pas bonne, c'est pas grave, on repige une autre carte et notre but c'est de se débarrasser des cartes qu'on a devant nous. Alors, excellent jeu d'introduction, c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 10. Excellent choix. Ce que j'aime beaucoup dans Timeline, c'est le côté éducatif aussi. Absolument. Mes collègues, les profs d'histoire à l'école, mais c'est un genre de jeu on peut montrer aux jeunes aussi, puis ils vont apprendre en même temps, ils vont pouvoir étudier les différents événements de l'histoire et tout ça. Donc, très bon choix. Pour ma part, mon numéro 10 sera le jeu Bang. Bang est un jeu un peu dans un setting Far West où les joueurs vont recevoir une carte de rôle et une carte de personnage au début de la partie. Les rôles sont cachés des autres joueurs et on a dans le fond dans les rôles des équipes. Donc on a le shérif avec son adjoint, on a des bandits et on a un renégat qui est seul de son côté. Et on va recevoir des cartes dans nos mains qu'on va pouvoir jouer à notre tour de jeu pour attaquer les autres joueurs, pour se placer des nouvelles armes ou voler des cartes à quelqu'un, différents effets de jeu qu'on peut faire. Je trouve que c'est un bon jeu pour initier justement l'aspect rôle caché dans ce jeu-là. Un petit peu un jeu de gestion d'une main de carte aussi, un jeu qui a une élimination de joueurs. Cette affaire qui peut être plate dans Bang, c'est que bon, une fois qu'on est mort, on est éliminé. Mais des fois, on est le dernier à jouer, puis on se fait tuer avant d'avoir joué une seule fois. Petit côté négatif, mais je pense que ça reste un bon jeu d'introduction. Je l'ai utilisé souvent là, pour initier des nouvelles personnes aux jeux de société. Mon numéro 10, le jeu Bang.
par rapport à Bang également, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les cartes sont illustrées avec un pictogramme en bas. Donc, on a notre petite carte référence qui nous dit c'est quoi les 8 ou 10 pictogrammes différents. Et puis, quand on ne sait pas, bon, c'est quoi cet effet de cette carte-là, je m'en souviens plus, je m'en suis tellement fait expliquer au début, regardons, c'est le petit chapeau avec une flèche dedans, ça veut dire que c'est un raté. Donc, tout est très bien expliqué pour les joueurs débutants. Un très beau jeu d'introduction, je suis bien d'accord. Pour mon numéro 9, j'ai choisi le jeu Hospital Rush. On l'a pas avec nous présentement, mais c'est un jeu qui est vraiment bon pour initier une mécanique de placement d'ouvriers. C'est une mécanique vraiment populaire dans plein de jeux là, stratégiques, un peu plus les jeux euro. Et il n'existe pas tant que ça des jeux de placement d'ouvriers qui sont simples. Donc moi, j'ai trouvé celui-là qui est vraiment le plus simple qu'on peut trouver. On a seulement 2 ouvriers. C'est un jeu à thématique un peu fofolle dans un hôpital. On est des médecins pas trop clean, puis on essaie d'aller guérir des patients. Puis c'est un jeu qui est drôle. Les patients, c'est toutes des caricatures d'acteurs connus, là, avec des jeux de mots aussi. Alors vraiment sympathique. On va chercher des médicaments, on va chercher des bandages avec les différentes actions qu'on place sur le plateau. On va chercher de l'argent aussi, puis on essaie d'aller guérir nos patients, faire des points. C'est un jeu qui joue rapidement. Il n'y a pas tant d'actions sur le plateau que ça, donc c'est facile. Puis comme j'ai dit, il y a seulement 2 ouvriers, les tours se font vraiment rapidement. Alors, le jeu Hospital Rush, vraiment bon pour initier les gens. Petit bémol, c'est un jeu qui joue à 3 minimum. Souvent, les placements d'ouvriers là, peuvent quand même se jouer à 2, mais pas celui-là, parce qu'il y a un petit peu d'interaction. On a des actions qui sont, dans le fond, malhonnêtes, puis si on va chercher ces actions-là, quelqu'un peut aller nous stouler au patron. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit quand même un minimum 3 là, pour qu'il y ait une certaine efficacité là, pour ces actions-là. Alors, un bon jeu de placement d'ouvriers d'initiation, Hospital Rush. De mon côté, numéro 9, Ghost Blitz. Ghost Blitz, c'est un jeu... Si vous connaissez Jungle Speed, qui est très populaire dans les parties d'adolescence, c'est dans le même style, mais une petite coche rehaussée, dans le sens où on va retrouver non pas un totem dans le milieu, mais 5 objets. Et puis, dépendamment de la carte qu'on va obtenir, on va soit devoir aller chercher un objet tel quel parce qu'il apparaît sur la carte, ou bien se demander, avec un autre type de carte, qu'est-ce qui n'apparaît pas au niveau de ses caractéristiques. Je m'explique rapidement. Dans une carte où est-ce qu'on retrouve un fauteuil blanc et un livre vert, il n'y a rien de ça qui apparaît. On va donc se demander quelle caractéristique n'apparaît pas. Donc, on n'a pas de souris dans la carte et on n'a pas de gris dans la carte. Donc, c'est la souris grise qu'il va falloir aller chercher. Tandis que si on a une carte que le fantôme blanc apparaît tel quel, ça va être évidemment le premier qui va chercher le fantôme blanc. Donc, c'est un jeu qui relie rapidité, vivacité d'esprit, parce qu'on se demande, OK, est-ce qu'il y a un objet tel quel ou bien est-ce qu'il faut que je trouve les caractéristiques qui ne sont pas sur le jeu? C'est vraiment un jeu accessible à tous, un coup que ce règle-là est compris. Donc, petit jeu pour se tenir réveillé, très rapide. Une partie, c'est un 10-15 minutes, et puis tout le monde va rire, c'est garanti. Il y a souvent des erreurs de justement, tu prends le livre, puis ah non, finalement, le livre, c'était pas le bon, puis là, tout le monde s'obstine à savoir c'était lequel qu'il fallait vraiment prendre. Donc, vraiment un jeu qui est très apprécié dans le pub, et puis que les gens redemandent à chaque fois qu'ils reviennent. C'était mon top 9, Ghost Blitz. Alors, notre numéro 8, Cash and Gun. Là, on y va avec un jeu de thématique. On est dans un esprit où est-ce qu'il y a le parrain, tout le monde est réuni autour de la table. On essaye de s'entretuer avec des fusils. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est qu'il y a du matériel quand même intéressant. On a les fusils de Steam Romus, on a des belles cartes de jeu et de qualité. Un beau jeu d'ambiance qui joue jusqu'à 8 joueurs, ce qui est également agréable parce que la plupart des jeux passés 4-5 joueurs, on a un peu plus de difficulté à trouver, qu'est-ce qu'on va jouer. Super accessible Cash and Gun. Le but du jeu étant d'obtenir le plus de trésors qui vont être sur la table. Ça se joue sur 8 rounds. Et puis, il va y avoir un parrain que son rôle, ça va être d'indiquer aux joueurs les actions qu'ils vont devoir faire. En gros, c'est tout le monde en même temps. On vise quelqu'un autour de la table à go. Donc, 1, 2, 3, go! Tout le monde se vise. On regarde qui ce qui nous vise. Là, on a la possibilité de se coucher si on détermine que la personne a mis une vraie balle dans son fusil, parce que c'est pas tout le temps le cas. On a seulement 3 balles pour l'ensemble des 8 rounds. Fait que c'est un jeu qui allie un petit peu la stratégie également. Puis après ça, en fonction des premiers trésors qui ont été pris, bien là, on peut savoir, OK, lui semble en avance, donc c'est lui que je vais viser. Donc, ça semble super casual comme jeu, mais il y a une petite affaire de stratégie quand même. Donc, accessible pour tout le monde, ça a une belle rejouabilité. Puis un jeu d'ambiance quand vous êtes un 6 à 8 personnes autour de la table, là, vraiment un excellent jeu pour agrémenter vos soirées. Là. De mon côté, mon numéro 8 va au jeu
Small World, c'est un jeu qui est peut-être un petit peu plus costaud là, que certains jeux d'introduction, mais pour moi, c'est un jeu d'introduction pour le contrôle de territoire, un petit peu un jeu de conquête. On choisit un peuple au début de notre tour et on essaie de s'étendre le plus qu'on peut pour marquer des points. Ce qui est le fun, c'est que chaque peuple va avoir un pouvoir différent, donc on peut introduire quelqu'un à des mécaniques de pouvoir uniques là, pour les différents peuples. On change de peuple aussi souvent dans la partie, alors on peut explorer un paquet de stratégies différentes. Un jeu qui est simple, il n'y a pas de système de combat, on a seulement à placer un certain nombre de tuiles de notre peuple pour prendre un territoire tout simplement. On n'a pas de dés ou de cartes à jouer là, pour les combats, donc vraiment facile à enseigner. Ce qui est un peu plus difficile, comme j'ai dit, c'est les différents pouvoirs de peuple, mais on a une espèce de feuille aide-mémoire avec tous les peuples qui sont écrits dessus. Alors on peut s'y référer là, sans problème. Ce qui est le fun, c'est que le jeu, peu importe du nombre de joueurs qu'on va jouer, on va avoir des cartes qui sont différentes. Alors si on joue à 2 joueurs, on va jouer sur une toute petite carte, on va pouvoir s'affronter rapidement. Si on joue à 5 joueurs, on va avoir la grande carte. Donc le jeu s'adapte bien au nombre de joueurs. Mais ça joue quand même aussi rapidement. Donc mon numéro 8, le jeu Small World. Ce que je trouve très intéressant également de Small World, c'est que c'est une belle amélioration de risque dans le sens où il n'y a pas d'élimination de joueurs. Donc si un joueur est plus faible, il va seulement rentrer dans la carte avec un nouveau peuple, il revient à 100% de sa force et puis il peut remonter n'importe quand dans le jeu. Donc on n'a pas une lente suffocation de la part d'un des joueurs. Là. Fait qu'on est tout le temps dans la partie jusqu'à la fin, puis à la fin des rounds, on fait juste compter nos points pour savoir qui a gagné. Donc excellent jeu en effet, très bon choix. Pour mon numéro 7, j'ai choisi le jeu Mysterium, qui est un jeu de meurtre et mystère. On a un meurtre qui est arrivé dans un manoir et la personne qui est décédée est devenue un fantôme. Le but des joueurs sera de déterminer qui a tué le fantôme, donc qui est le meurtrier, dans quel lieu et avec quelle arme il a commis son crime. C'est un jeu qui est coopératif, donc tous les joueurs vont travailler ensemble pour trouver qui est le meurtrier. On a un joueur qui va incarner le fantôme, qui va donner des indices aux autres joueurs sous forme de cartes de vision. Donc il va remettre à chacun des tours des visions comme ça, qui sont des cartes que les joueurs vont interpréter. Ils vont essayer de déduire ce que le fantôme essaie de leur faire deviner pour savoir qui est leur suspect ou le lieu du crime et l'arme du crime. Donc un jeu qui va avoir des mécaniques de déduction. C'est un jeu qui nous fait penser beaucoup au jeu Clou. Donc comme Clou est un jeu que la majorité des gens vont avoir déjà joué, justement, ils vont peut-être se rattacher un petit peu à cette thématique-là de meurtre et mystère et on peut leur présenter là, quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus complexe avec Mysterium. C'est bon d'avoir un joueur qui est expérimenté, qui va jouer le fantôme et qui va pouvoir laisser justement là, les joueurs débutants là, interpréter les visions et essayer de déterminer là, qui est le meurtrier. Les cartes sont aussi vraiment belles, il y en a vraiment beaucoup dans le jeu, donc vraiment un beau jeu à regarder aussi. Petit point négatif, c'est qu'il est long à placer sur la table, donc il y a beaucoup de cartes, beaucoup de paquets de cartes à aller chercher des cartes, les donner aux fantômes aussi. Donc faire ça, c'est un petit peu long, mais si tout le monde s'y met, là, ça peut se faire rapidement. Puis ça joue aussi jusqu'à 7 joueurs. Donc mon numéro 7, le jeu Mysterium. Un excellent choix. De notre côté, le numéro 7, Cacao, qui est un jeu de placement de tuiles. Beaucoup de gens ont déjà entendu au moins le nom de Carcassonne s'ils n'y ont pas déjà joué. On aurait très bien pu inclure Carcassonne dans notre top 10. C'est un jeu qui a sa place entièrement, mais j'ai choisi Cacao parce que c'est un jeu qui va, oui, aller placer des tuiles, mais en même temps, sur les tuiles, on va retrouver des petits meeples qui sont le symbole des jeux de société, tous les petits bonhommes qu'on voit justement sur Carcassonne, dans Cacao et dans beaucoup d'autres jeux. Donc, sur nos meeples, ça va être aussi du worker placement un petit peu dans le sens où on va venir positionner nos tuiles et dépendamment de combien de meeples vont toucher aux tuiles actions qui se trouvent autour, on va effectuer le nombre d'actions représentant le nombre de meeples qui est sur la tuile. Donc, un excellent jeu combinant tile placement et worker placement pour ne pas sortir ces titres en anglais. Alors, un jeu de qualité, on a des belles tuiles, c'est très agréable, ça se joue rapidement, on parle d'environ une demi-heure à 45 minutes. 45 minutes une première partie lorsqu'on n'est pas habitué, mais par la suite, là, ça se joue quand même vite, en une demi-heure c'est fait. Donc, excellent jeu, si vous ne connaissez pas la mécanique de tile placement, je vous le recommande chaudement. Cacao est un excellent titre. Pour le top 6, j'ai décidé d'y aller avec une mécanique qui est un petit peu moins connue des joueurs, c'est-à-dire une mécanique de programmation. On y va avec Colt Express, un excellent jeu où vous voyez
le train en 3 dimensions. On a vraiment de l'équipement de qualité dans ce jeu-là. Notre but va être justement de faire une programmation, une série d'actions, mais la différence, c'est que les cartes qu'on va jouer, on ne les effectue pas immédiatement. Tout le monde va jouer à tour de rôle leurs cartes pour la manche au complet, et ensuite, on va venir révéler l'ensemble des cartes, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va venir faire bouger les bonhommes ou faire les actions appropriées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si jamais quelqu'un a décidé de vous frapper, ça va vous faire décaler d'un wagon. À ce moment-là, toutes les actions que vous avez programmées pour le round se retrouvent décalées. Puis là, c'est là que la folie devient, ça devient loufoque, là, vraiment. Là, on se retrouve à foncer dans des endroits qu'on pensait pas. On tire dans le vide. Là, on se dit, Colin, c'est pas ce que j'avais prévu du tout. Donc vraiment, là, c'est des rires garantis, ce jeu. C'est un petit peu plus stratégique, mais à la fois non, parce qu'on peut jamais prévoir à 100% ce qui va arriver, parce qu'il y a des cartes qu'on va jouer cachées. Donc, on ne saura pas ce que les autres vont avoir joué. Vraiment, là, soirée agréable garantie avec Colt Express. On va tirer les gens, leur donner des cartes pour diluer leurs cartes puis leur donner moins de bonnes actions. Puis le but du jeu étant de ramasser de l'argent, mais ça vient qu'on oublie le but du jeu tellement qu'on a du plaisir à juste s'amuser à tirer les autres puis à deviner qu'est-ce qui va se passer, là. Fait que un jeu de programmation un peu moins sérieux que les robots rallye de ce monde, Colt Express, c'est un excellent titre pour ça. C'est le genre de jeu que, une fois qu'on le voit en action, si des gens jouent à ça dans un pub, on les regarde du coin de l'œil, puis c'est sûr que ça nous donne le goût de jouer, avec le train en 3 dimensions, les différentes composantes, donc vraiment bien, là, Colt Express, un bon choix. De mon côté, numéro 6 est un petit jeu de cartes qui s'appelle For Sale. Pour moi, For Sale, c'est un jeu qui tue le Monopoly. Donc, quand les gens me disent « Ah, moi, je joue à des jeux, je joue au Monopoly », bon, OK, on n'est pas dans la même gang. Je vais te présenter ce jeu-là, tu vas voir tout le fun du Monopoly, mais dans une demi-heure, puis tu n'auras pas à jouer 4 heures de temps à un jeu que tu contrôles vraiment rien. Donc, dans ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la première ronde de jeu, on va mettre à chacun des tours des cartes de propriété sur la table qui sont numérotées là, de 1 à 30. Et on va tout simplement faire une enchère pour acheter les différentes propriétés et tranquillement se monter une main de cartes. Une fois que toutes les propriétés du jeu ont été achetées, on va placer sur la table des petits contrats de revente de différentes valeurs, de 0 à 15 000 $. Et ensuite, les joueurs vont jouer une carte de leur main des propriétés qu'ils ont achetées dans la première ronde. Et celui qui a la plus haute propriété, le plus haut chiffre, va remporter le contrat le plus haut, tout simplement. On va passer toute la pile de contrats et à la fin de la partie, celui qui aura le plus d'argent va remporter le jeu. Donc, ça joue rapidement, c'est simple. Je trouve que c'est le fun pour introduire des mécaniques d'enchères, mécaniques un peu de gestion d'une main de carte quand on va jouer nos propriétés dans la deuxième ronde. Donc, vraiment efficace pour moi, là, le jeu For Sale pour introduire des jeux aux nouveaux joueurs. Pour mon numéro 5, j'ai choisi un jeu de dés, le jeu King of Tokyo. Dans ce jeu, on incarne des monstres un peu à la King Kong ou Godzilla qui essaient de détruire Tokyo en marquant le plus de points pour essayer de gagner ou tout simplement en éliminant les autres joueurs. Dans notre tour de jeu, on va lancer des énormes dés sur la table et on va essayer de faire des combinaisons avec les différents symboles, soit de faire des points tout simplement ou de donner des baffes à nos ennemis monstres ou de se soigner ou de faire de l'énergie pour pouvoir s'acheter différentes cartes qui sont sur la table pour se donner des nouveaux pouvoirs. Un jeu qui est vraiment simple, vraiment le fun aussi à jouer. Ça peut être vraiment bon pour introduire des ados, un petit jeu de confrontation léger, on se tape dessus, c'est drôle. Ça joue rapidement, une demi-heure, 45 minutes maximum, ça va être fini. Donc, très bon jeu de dés, le King of Tokyo, mon numéro 5. Pour le numéro 5 du pub, on va présenter Echo. Par contre, j'ai des clients dans la place. L'avantage d'être un propriétaire de pub ludique, c'est qu'on a des employés qui peuvent faire la job à notre place. Donc, je vais demander à Maxime, un excellent animateur que vous allez pouvoir retrouver au Joker Pub, de venir prendre la suite pour les 2 prochains titres. Alors, Maxime, relaye-moi, mon ami. Donc, Echo, moi, c'est un jeu que j'affectionne vraiment beaucoup. Tous les fans d'échecs de ce monde, quand ils viennent dans la place, c'est un jeu que je peux vraiment suggérer. C'est un jeu qui est un peu plus abstrait. De la façon que le jeu fonctionne, c'est qu'on va avoir des plateformes modulaires, c'est-à-dire que le jeu n'est pas une plateforme qui est déjà préconçue. Chaque partie étant unique, on va concevoir notre plateau de jeu avant de jouer. On a des petites rondelles qui représentent un petit peu des soldats, parce que dans le fond, on est 4 frères, jusqu'à un maximum de 4 frères qui se combattent ensemble jusqu'à la mort pour le contrôle, dans le fond, d'Echo, qui est le territoire sur lequel
on va se combattre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la mécanique de jeu est simple. À chaque tour, on a le choix entre soit on se déplace, soit on construit. Si on se déplace, on va tout simplement déplacer nos petites rondelles, on va avoir le choix entre les empiler pour créer des plus grosses piles, ou on va pouvoir tout simplement se déplacer ou attaquer des piles plus petites que la nôtre. Donc on va s'entre-éliminer sur un plateau qui est vraiment très intéressant pendant la partie, puis on va pouvoir aller construire dans le fond des bâtiments, bâtiments qui vont nous donner des points, bâtiments qu'on va devoir sacrifier justement des rondelles pour les rendre plus gros. Donc la mécanique de jeu est très simple, puis la partie va se terminer quand un joueur va avoir assez de points, c'est-à-dire assez de bâtiments en jeu, ou quand un joueur va avoir tout simplement éliminé toutes les pièces adverses. Donc c'est très intéressant. Puis il y a beaucoup de rejouabilité dans la mesure où il y a des plateformes spéciales qui sont incluses dans le jeu de base, qu'on ne suggère pas à la première partie, mais qu'on peut rajouter au fil des autres parties. Donc beaucoup de rejouabilité. Donc pour notre top 4, moi je suis allé avec Les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu qui est vraiment intéressant dans la mesure où on va avoir un plateau de jeu qui est un petit peu une map du monde sur laquelle il va y avoir des villes. D'accord, ça va être une map américaine, celle-là ici. Les villes vont être interconnectées par des trajets de chemin de fer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le plateau de jeu ne t'appartient pas à toi, il appartient à tous les joueurs qui jouent. Donc, toutes les actions qu'on prend et qui viennent modifier le jeu, dans le fond, vont affecter tous les joueurs ensemble. Et la mécanique de jeu est vraiment simple. Il y a 3 actions possibles. Où on peut aller chercher des cartes qui représentent, dans le fond, des chemins de fer de couleur, c'est-à-dire qu'en jeu, il peut en avoir des jaunes, des verts, des bleus, ou tout simplement, on va jouer ces cartes-là pour placer nos chemins de fer pour relier des villes. En reliant des villes, on va marquer des points. En posant des chemins de fer, on marque des points. Le jeu est vraiment intéressant. Il y a une règle qu'il ne va pas respecter, c'est la règle du 1 heure. Ça va durer plus qu'1 heure une partie. On s'entend à... Dépendamment du nombre de joueurs qu'on est, on peut monter à 1h30 une partie, mais c'est 1h30 de plaisir dans laquelle on ne voit pas le temps passer. Puis vous allez voir, vous allez en redemander. Ce qui est vraiment intéressant des Aventuriers du Rail, c'est que la map américaine sur laquelle on joue, que les villes américaines, il y a beaucoup d'extensions qui existent avec le jeu, puis dans le fond, viennent modifier la map. Là. Donc on peut jouer avec des maps de partout dans le monde. Il y a tout plein de petites règles qui viennent se rajouter. Puis vous allez avoir des heures de plaisir à rejouer aux Aventuriers du Rail. Très bon choix. C'est un jeu très familial. J'entends souvent des gens dire « Ah, j'ai joué avec ça quand j'étais dans ma famille, ma belle famille, à Noël et tout ça. » Donc, un jeu très populaire là, pour introduire les nouveaux joueurs. Oui, joueurs. Exactement. Autant que j'aurais aucun problème à le présenter à une gang de, comme tu sais, des gamers qui jouent à des jeux très stratégiques, même des enfants là, autour de 10 ans, je pourrais leur montrer à jouer. Puis non seulement il y aurait beaucoup de plaisir, mais ils comprendraient autant le jeu que nous, on le comprend en ce moment. De mon côté, j'ai choisi un jeu aussi qui est quand même assez simple, qui est le jeu Splendor. C'est un jeu un petit peu de gestion de ressources et de collection d'ensemble. On va avoir sur la table des espèces de jetons de poker là, avec des pierres précieuses de différentes couleurs, donc rouge, vert, blanc, noir, etc. Et à notre tour de jeu, on peut aller chercher des pierres précieuses pour pouvoir en accumuler et essayer d'acheter des cartes avec ces pierres précieuses-là. Les cartes vont avoir un coût en pierres précieuses qui va être écrit dans le bas et les pierres vont aussi, une fois qu'on va les avoir achetées, on va les placer devant nous et certaines cartes vont donner des points et vont toujours nous donner aussi une nouvelle pierre précieuse qu'on va pouvoir utiliser tout le temps pour acheter d'autres cartes. Et le but va être de marquer 15 points le plus vite possible pour mettre fin à la partie et gagner avec le plus de points. C'est un jeu qui est vraiment simple, il n'y a pas beaucoup d'actions possibles. On va soit prendre 2 jetons ou 3 jetons de différentes couleurs, ou on va aller choisir une carte sur la table, la mettre dans notre main pour la réserver à nous, pour pas que les autres puissent l'acheter avant nous, et on va gagner une pierre précieuse qui est un joker, là, les jaunes. Alors, vraiment simple, ça joue vraiment rapidement aussi, vraiment le fun. Il y a quand même un bon côté stratégique, ça a l'air vraiment simple à jouer, mais un peu plus compliqué une fois qu'on joue avec des joueurs un peu plus expérimentés à ça. Donc, c'est vraiment bon, autant pour un joueur qui est nouveau qu'un un gamer qui aime les jeux de stratégie va avoir du fun aussi à jouer à ça. Oui, ça, c'est vraiment un excellent choix. Là. En réalité, ce serait je l'aurais même mis dans mon top 10, dans le sens où s'il y a bien un jeu que je sors à tous les soirs, sans exception, c'est Splendor. C'est un jeu vraiment le fun à expliquer, le fun à jouer. Puis ce que vous ne pouvez pas nécessairement bien voir à l'écran, c'est le fait que les pièces de gem qu'on a dans le jeu sont faites vraiment très solides, très belles. Fait que c'est un jeu qui est beau en plus d'être le fun à jouer. Puis qui se maganera pas non, rapidement, surtout dans un pub, vu qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Ouais. Ou même à la maison, parce que les enfants et les jeux de société... Mon numéro 3, j'ai choisi le petit jeu coopératif Forbidden Island. C'est un jeu dans lequel on va fabriquer une île avec des tuiles. Donc l'île va changer d'une partie à une autre. Et les joueurs vont se promener sur l'île à la recherche des 4 trésors.
Pour ramasser un trésor, il faut ramasser un certain nombre de cartes de ce trésor-là et les défausser à l'endroit où se trouve le trésor pour le ramasser. Le but du jeu sera de quitter l'île avec les 4 trésors, les ramener à l'hélicoptère et de quitter tout le monde ensemble. Je trouve que c'est un bon jeu pour initier différentes mécaniques, entre autres le système de points d'action. Donc les joueurs ont un certain nombre de points d'action, vont pouvoir se déplacer, enlever l'eau des tuiles parce que les tuiles vont commencer à se faire inonder et il ne faut pas évidemment que le plateau soit trop inondé, sinon on ne pourra plus se déplacer et on ne pourra plus quitter l'île, on va perdre la partie à ce moment-là. C'est aussi un bon jeu pour initier aux pouvoirs spéciaux. Donc chaque joueur va avoir un personnage avec un petit pouvoir spécial qui va lui permettre un petit avantage là, pendant le jeu. Alors les joueurs, il faut vraiment qu'ils travaillent en équipe pour pouvoir gagner la partie. Donc un beau petit jeu coopératif pour introduire des nouveaux joueurs, le jeu Forbidden Island, mon numéro 3. Très bon choix. Moi, j'adore les jeux coop, puis ça aurait été dans mon top aussi. Mais pour notre top, nous, on a choisi le jeu Pandémie. Et comme ici, c'est un travail d'équipe, Pandémie, ça va être Frédéric, mon patron, qui va avoir le plaisir de vous l'expliquer. Donc, je lui laisse ma place. Rebonjour à tous! Non, la petite apparition de Maxime, c'est qu'il aide beaucoup dans le pub et il m'a aidé notamment à faire le top 10, donc je trouvais important de lui rendre un peu du fame qui vient à sa vidéo et de dire, viens en expliquer un ou deux. Alors, on revient à Pandémie. Pandémie est un jeu coopératif, tout comme Forbidden Island. Un jeu coopératif, qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'équipe est soudée, puis c'est soit qu'on gagne ensemble ou qu'on perd ensemble. Donc, il n'y aura pas de compétition entre les joueurs. C'est vraiment tout le monde va plancher dans le même but. Dans le but de Pandémie, ça va être d'éradiquer les 4 maladies qui font rage sur la map. On a une map du monde et puis c'est la maladie représentée par des petits cubes qu'on va placer à chacun des tours qu'on joue. On joue aussi un tour pour le jeu. Donc, le jeu, on va piéger des cartes, on va rajouter des cubes, puis nous, notre but, c'est de maintenir ces cubes-là moins actifs, donc d'aller enlever des cubes de la map pendant que, en parallèle, on va développer le remède, donc d'aller chercher des cartes pareilles de la même couleur pour pouvoir aller dans un centre de recherche développer le jeu. Le jeu est un petit peu plus complexe que plusieurs de ceux qu'on a introduits jusqu'à présent, mais par contre, une fois qu'on a joué une partie, même 2-3 rounds dans la partie, ça s'acquiert super facilement et ça a vraiment une excellente rejouabilité parce que dans Pandémie, on retrouve la version de base qu'on a ici, mais il y a également au moins 5 à 6 extensions, en plus du très légendaire Pandémie Legacy qui est number 1 sur le Board Game Geek, qui est un site mythique pour les fans de jeux de société. Donc, le Pandémie Legacy, d'ailleurs, on fait une saison dans laquelle chacune des parties est unique et en fonction de si on a gagné ou perdu la partie précédente, il va y avoir des modifications permanentes qu'on va faire sur le board. Donc, c'est vraiment, on a un playthrough, désolé de l'anglicisme, un seul jeu qu'on va faire durant les 12 parties. On va coller des trucs sur le board, on va déchirer des personnages s'ils meurent. C'est vraiment là, le jeu par excellence, il faut l'essayer. Donc, coopératif, Pandémie, c'est le jeu à essayer, à mon avis. Bon choix, c'est des jeux du même auteur, Forbidden Island et Pandémie. Moi, je trouvais que Forbidden Island est un petit peu plus simple, mais c'est deux jeux qui se ressemblent beaucoup. Et les jeux coopératifs, je trouve que c'est vraiment bien pour introduire des nouveaux joueurs, de voir différentes mécaniques. On est ensemble. Peut-être faire attention là, si vous êtes un joueur expérimenté et que vous enseignez ces deux jeux-là à des nouveaux joueurs. Laissez-les prendre des décisions. Ne pas leur dire tout quoi faire non plus, de ne pas faire votre joueur alpha puis de les laisser avoir une belle expérience de jeu. Ils vont prendre l'expérience puis gagner en confiance puis être capable de gagner les parties aussi. Absolument. Alors pour le top 2, on y va justement avec des jeux qui se jouent à deux. C'est-à-dire, souvent les gens rentrent dans le pub, on dit « Ouais, on est juste 2 joueurs, est-ce qu'il va falloir qu'on se joigne avec d'autres mondes ou il y a quand même des jeux qui existent? » Il en existe une panoplie, je peux t'en nommer facilement une 50aine qui sont pas juste un jeu à 6 joueurs qui peut se jouer à 2 parce qu'on change des règles. C'est vraiment des jeux qui sont conçus pour jouer à 2 joueurs, ceux qu'on va vous présenter les 2 prochains. Donc, je commence avec J-Pur. J-Pur est un jeu d'échange de ressources. En réalité, un petit jeu de cartes très simple. On va avoir des cartes communes dans le milieu qu'on va pouvoir venir chercher. On a des chameaux qu'on va pouvoir utiliser pour échanger des cartes dans le milieu, dépendamment de si on choisit d'en prendre une ou plusieurs. Très simple à expliquer, 4 actions possibles seulement. Et puis, avec les cartes qu'on va avoir ramassées en main, on va aller acheter justement des ressources qui vont nous donner des points de victoire. Les points de victoire, ça peut aussi se récolter lorsqu'on va chercher 3 ressources ou plus de la même sorte. Là, on va avoir un bonus pour être allé chercher 3 ressources. Donc, jeu très simple à expliquer que les gens apprécient parce que gestion de ressources, puis échange, puis aller accumuler des points comme ça, ça va rejoindre un petit peu le Splendor qu'on a expliqué tantôt. Les gens apprécient ce genre de jeu-là, donc excellent jeu pour 2 joueurs.
De mon côté, pour 2 joueurs, moi, je suggérerais le jeu Patchwork, qui est un jeu de placement de tuiles qui ressemble un peu à Tetris. Donc, on va aller chercher différentes tuiles qui sont vraiment en forme de pièces de Tetris, et on va aller les placer sur notre plateau pour essayer de faire une magnifique couverture. On va avoir une gestion d'économie dans ce jeu-là. On va avoir des boutons qui, dans le fond, représentent l'argent avec quoi on va acheter des pièces de tissu, mais qui représentent aussi vos points de victoire. Alors, il faut vraiment gérer quelle pièce qui est le mieux à acheter, quelle pièce qui va me donner le plus de boutons pendant la partie, quelle pièce qui me fait moins avancer sur la piste, que je peux jouer plus longtemps. Alors, un paquet de choses à penser quand on joue à ce jeu-là. Quand même un bon côté stratégique, mais ça prend vraiment bien. Ça prend facilement 2 joueurs qui sont débutants vont avoir vraiment du fun à jouer un contre l'autre. C'est sûr qu'un joueur un peu plus expérimenté qui le monte à quelqu'un va peut-être avoir un petit avantage dans celui-là, mais vraiment, si 2 personnes arrivent au pub et on veut leur présenter un jeu à 2, moi j'irais avec le jeu Patchwork qui est vraiment le fun pour un jeu là, à 2 joueurs. Sans aucun doute, c'est un jeu qu'on présente au moins à chaque jour ici au pub. Lorsque 2 clients arrivent, c'est tout le temps. Patchwork fait partie des 3 jeux qu'on va leur suggérer d'entrée de jeu. Pour mon numéro 1, une mécanique que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est le recrutement de cartes, qu'on appelle un peu le draft, qui a été popularisé par des jeux comme Seven Wonders ou Sushigo. Pour enseigner cette mécanique-là, moi j'ai découvert le jeu Treasure Hunter, qui est un jeu de Richard Garfield. Dans ce jeu-là, on est des chasseurs de trésors. On va aller piger des cartes à notre tour et ensuite on va faire un recrutement de cartes, c'est-à-dire que je vais garder une carte, je vais passer le paquet à l'autre, les paquets vont tourner comme ça jusqu'à temps qu'on se monte une main carte. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec nos cartes? On va avoir un plateau avec 3 zones différentes pour aller chercher des trésors, donc qui sont représentés par les couleurs, qui vont aussi avec les couleurs des cartes. Les cartes vont représenter des aventuriers qui vont aller chercher les trésors avec une différente valeur en chiffres. Et on va avoir un trésor dans la zone maximum et dans la zone minimum. Alors vraiment, toutes les cartes peuvent être bonnes parce que ça se peut qu'un trésor soit dans la zone minimum puis que je veux des cartes qui sont basses à ce moment-là pour pouvoir aller le chercher. Alors chacun des tours, après ça, on va jouer nos cartes pour montrer qui gagne le trésor dans la zone maximum, qui gagne le trésor dans la zone minimum. Et on va aussi avoir des tuiles sur le côté avec des gobelins qui, eux, vont venir nous voler de l'argent pendant qu'on est parti chercher les trésors. Alors, pour ne pas se faire voler de l'argent, on va devoir jouer des cartes de chien de garde. Les cartes de chien de garde vont faire peur aux gobelins. Et le joueur qui n'a pas de chien de garde se fait voler, va placer de l'argent sur les gobelins. Et le joueur qui a le plus de chien de garde, lui, va carrément ramasser les gobelins avec l'argent qui est dessus. Alors, je trouve que c'est un jeu de recrutement de cartes à la base, mais qui a un peu plus de profondeur. C'est pour ça que je l'ai mis au numéro 1. Peut-être un petit peu plus complet à montrer là, que les différents autres jeux qu'on a montrés dans ce top 10-là. Mais pour moi, là, ça reste vraiment un bon jeu d'introduction, le jeu Treasure Hunter, vraiment bien. Pour ma part, le top 1, j'ai avec un grand classique, Catan. C'est un coup de cœur personnel parce que c'est le jeu qui m'a connecté avec les jeux de société modernes. La vague européenne qu'on a reçue dernièrement, dans les 15 dernières années déjà, qu'est-ce qui a fait redécouvrir au Québec et partout dans le monde les jeux de société, qu'il n'y avait pas juste le Monopoly, Clou, Carrière, Destin puis Château La Fortune. C'est justement en bonne partie grâce à Catan que cette révolution-là du jeu a eu lieu. Donc dans Catan, ça va être un jeu à la fois de conquête de territoire, on prend possession de la map, et aussi un jeu où est-ce qu'on va échanger des ressources. Donc avec les autres joueurs, on va venir collecter des ressources dans notre partie normale, mais en plus, on peut faire des échanges avec les autres. Fait que ça va regrouper un petit peu une mécanique là, de négociation avec les autres joueurs. C'est souvent très apprécié par les joueurs débutants parce que la négociation, que t'aimes les jeux ou non, souvent t'aimes ça, essayer d'arnaquer un petit peu les gens autour de toi, là. Donc vraiment un super bon jeu. C'est un petit peu plus lourd comme jeu, mais pas vraiment lourd, mais un petit peu plus long à expliquer parce qu'il y a quand même une dynamique que tu vas devoir mettre un setup en place et puis expliquer plusieurs actions possibles, mais vraiment, une fois qu'on le connaît, là, il est très, très accessible. Et puis, il y a également plusieurs extensions qui vont rendre le jeu encore plus intéressant. Donc, un jeu que je recommande, les yeux fermés, Catan, pour le top 1 du board game de qu'est-ce qu'on initie aux gens qui ne connaissent pas les jeux. Très bon choix, c'est vraiment un classique. Je pense que c'est un jeu vraiment qui ouvre la porte justement à un paquet de jeux différents puis qui montre aux joueurs, ah ouais, c'est vraiment le fun de jouer à ces jeux comme ça. Qu'est-ce que je peux jouer par après? Donc, quand on parle de jeux d'introduction, c'est sûr que Catan, ça reste un grand classique. C'est le jeu qui va être le levier pour après ça amener les joueurs à
un niveau supérieur qui va être un autre top 10 que David va vous présenter prochainement. Un jour. Et voilà, c'est ce qui termine notre top 10 jeux d'introduction. J'espère que vous avez apprécié nos choix. On aimerait ça connaître votre avis sur le sujet. Donc, quels sont les jeux que vous utilisez là, pour introduire des nouveaux joueurs ou votre famille aux jeux de société modernes? Laissez des commentaires dans la section du bas. Ça va nous faire plaisir de lire ça. Donc, merci Frédéric de m'avoir accueilli au pub. Ça fait un honneur. Merci à toi. Alors oui, ben, si vous voulez essayer les 20 jeux qu'on vient de présenter ou bien une panoplie d'autres, parce que ça a été vraiment un choix déchirant de choisir seulement 10 titres. Il y en a tellement des jeux d'introduction qu'on peut présenter. Le domaine du jeu, c'est un domaine en effervescence. Il y a plus de 900 titres par année qui sont développés. Donc c'est wow! Vraiment, là, à chaque semaine que vous venez dans un pub ludique, soit ici à Drummondville ou partout au Québec, parce que le domaine ludique, on l'encourage at large, pas juste pour nous personnellement, mais c'est vraiment allez, lancez-vous dans un pub ludique, demandez aux animateurs qui vous montrent des nouveaux jeux. Il n'y a pas juste les 10 jeux que vous avez chez vous qui existent, il y en existe des milliers de jeux, donc élargissez vos horizons, profitez-en justement. C'est un endroit rêvé pour se faire expliquer les jeux, donc pas besoin de lire les règlements. On s'assoit, on est pris en main, l'animateur vient vous expliquer 4, 5, 6 nouveaux jeux dans votre soirée. Il faut en profiter. Si vous en avez un dans votre ville, allez y faire un tour. Puis si vous n'avez pas dans votre ville, c'est pas grave, il y en a un à Drummondville. Alors venez au Joker Pub de Drummond. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur le Facebook ou au jokerpub.ca. Donc, vous êtes les plus que bienvenus. Ça va nous faire plaisir de vous initier aux jeux de société et de vous faire découvrir une nouvelle passion qu'on a en commun, puis qui est vraiment une passion tellement agréable. Ça reconnecte les gens ensemble. C'est le jeu... je suis sans mots. Excellent. Donc, venez faire votre tour au pub ludique, le Joker, à Drummondville. Vraiment une belle place là, pour connaître davantage de jeux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.